À notre dîner de remise des diplômes, mon frère a reçu une Rolex. Moi, je n'ai rien eu. Je n'y suis jamais retourné, il peut les garder. Le soir où mon frère a reçu une Rolex, j'ai souri et hoché la tête, feignant de ne pas être devenu une chaise vide à table. Ce n'est pas la montre qui m'a fait partir. C'était mon père, prouvant qu'il savait exactement comment valoriser un enfant. Simplement, jamais moi. 19 mois plus tard, quand une vieille dette a eu besoin d'être réglée, il a finalement appelé. Je ne reviens pas pour mendier d'être vu. Je reviens pour les forcer à regarder. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 32 ans et je suis assise au centre exact du Céladon, un restaurant dans le quartier le plus riche de Lyon, où l'éclairage est intentionnellement tamisé et les menus sont assez lourds pour ressembler à des documents juridiques contraignants. Les verres en cristal captent la lumière ambiante, projetant de vifs petits prismes sur l'épaisse nappe en lin blanc. Nous sommes censés célébrer une remise de diplôme commune. C'était l'invitation explicite envoyée il y a 2 semaines. Mais au fur et à mesure que la soirée avance, avec chaque bouteille de vin rouge coûteuse débouchée et chaque histoire racontée, il devient flagrant que la seule personne réellement présente dans la pièce est mon frère aîné, Olivier Dubois. Olivier a 36 ans. Il vient d'obtenir son master en administration des affaires d'une prestigieuse université privée, le genre d'établissement aux murs couverts de lierre qui facture des frais de scolarité assez élevés pour acheter une petite maison en banlieue. Il porte un costume anthracite sur mesure qui épouse parfaitement ses larges épaules. Il se penche en arrière dans sa chaise en cuir importée avec la confiance détendue et sans effort d'un homme qui sait que le monde a été construit pour sa convenance personnelle. J'ai terminé ma licence en comptabilité et analyse de données il y a exactement 4 mois. Mon diplôme vient d'une immense université publique sous-financée. Il a été forgé sous l'éclat fluorescent et brutal des cours du soir, alimenté par le café amer des stations-service et l'épuisement incessant d'un travail à plein temps en entreprise pendant la journée. Personne ne pose de questions sur mes examens finaux. Personne ne demande comment j'ai réussi à jongler entre des semaines de 50 heures, la modélisation avancée de feuilles de calcul et le droit fiscal. Ce soir est uniquement consacré à Olivier et à ses magnifiques accomplissements. Mon père, Daniel Dubois, tapote sa fourchette en argent contre son verre de vin en cristal. Le tintement aigu et clair traverse le bourdonnement sourd du restaurant, exigeant un silence absolu de notre table. Il se lève, ajuste sa cravate en soie sombre, le torse bombé d'une fierté si épaisse qu'elle en devient suffocante. Il commence un discours qu'il a clairement répété pendant des jours devant un miroir. Il n'utilise pas de notes. Il parle de grande vision. Il parle de leadership naturel. Il utilise la phrase « Un grand avenir attend un esprit vraiment grand ». Il regarde Olivier non pas comme un fils, mais comme un héritier d'entreprise, un successeur. Il parle du noble héritage du travail acharné. Un choix de mots profondément ironique, considérant que mon frère n'a jamais eu à payer son propre loyer ni à se débattre avec une facture d'électricité en retard. Mon père baisse la voix d'une octave, chargé d'une émotion fabriquée, agissant comme s'il ne portait pas simplement un toast, mais qu'il transmettait activement une couronne royale à son successeur légitime. Puis vient le grand final. Mon père plonge la main dans la poche intérieure de sa veste de costume et en sort une lourde boîte en velours vert foncé. Il la pose sur la table devant Olivier avec la révérence silencieuse d'un prêtre plaçant une offrande sacrée sur un autel. Olivier l'ouvre. La charnière dorée émet un claquement doux et coûteux qui résonne fort à mes oreilles. À l'intérieur, reposant sur un coussin en daim pâle, se trouve une Rolex. L'acier poli et l'or captent la faible lumière du restaurant, brillant d'un éclat vulgaire et indéniable. La table éclate en applaudissements. Ma mère, Hélène, porte une main parfaitement manucurée à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes fières et heureuses. Les téléphones portables sont instantanément dégainés comme des armes. Les flashs des appareils photo m'aveuglent tandis qu'ils capturent chaque angle d'Olivier glissant la lourde montre de luxe à son poignet gauche. Je reste assise là, parfaitement immobile, les mains sagement croisées sur mes genoux. Je ne suis pas jalouse de la montre. Un lourd bijou ne signifie absolument rien pour moi. La pierre froide et lourde qui pèse au fond de mon estomac est taillée dans une toute autre matière. C'est la preuve physique et indéniable de la capacité de mon père à se soucier de quelqu'un. Il a planifié ce moment à la seconde près. Il a recherché la montre spécifique, a fait l'achat coûteux, a caché la boîte et a soigneusement écrit un discours émouvant. Il sait exactement comment faire en sorte qu'un enfant se sente au centre de l'univers, comment valider son existence avec une fierté publique et bruyante.
Il a simplement choisi de ne jamais le faire pour moi. Quand j'ai obtenu mon diplôme il y a 4 mois, il n'y a pas eu de boîte en velours vert. Il n'y a pas eu de discours émouvants. Il n'y a eu qu'un déjeuner précipité dans une chaîne de restaurants bruyante et générique près de l'autoroute. Mon père a passé 20 minutes à se plaindre du trafic intense sur l'autoroute A7, vérifiant constamment sa propre montre ordinaire comme si ma modeste célébration retardait sa vie réellement importante. Ma mère m'a tendu une carte achetée en magasin avec un message préimprimé et un billet de 20 € glissé à l'intérieur. Nous avions fini de manger et étions sortis en exactement 45 minutes. Les applaudissements au Céladon finissent par s'éteindre. Olivier admire son poignet, le faisant tourner d'avant en arrière pour capter la lumière du plafond. Un roi enfant jouant avec son nouveau jouet. Le silence qui suit est lourd d'une autosatisfaction écœurante. Et puis une voix perce cette atmosphère mielleuse. C'est tante Judith Leclerc, la sœur cadette de mon père. Elle est la seule personne de toute notre famille élargie qui ne respecte pas les règles tacites et étouffantes de la maison du bois. Elle prend une gorgée lente et délibérée de son vin rouge, repose le verre en cristal et regarde directement mon père. Elle demande nonchalamment, sa voix résonnant clairement à travers la table, « Et Amélie ? Elle vient aussi d'être diplômée, non ?» La température à table chute de 10 degrés. L'air quitte instantanément la pièce. Tous les yeux se tournent vers mon père, attendant de voir comment le maître architecte de notre dynamique familiale va gérer cette faille structurelle inattendue. Daniel Dubois ne perd pas une seconde. Il tourne légèrement la tête dans ma direction. Il offre un faible sourire aux lèvres pincées qui n'atteint pas ses yeux. Il m'accorde un unique et bref hochement de tête, le genre exact de signe de tête dédaigneux qu'un riche mécène adresse à un serveur qui a réussi à remplir un verre d'eau. Puis, sans reprendre son souffle, il se détourne complètement de moi. Il fait signe à un serveur qui passe. Il demande à voir la carte des desserts et s'enquiert s'il leur reste du café décaféiné en réserve. En l'espace de 5 petites secondes, il fait passer la conversation de toute mon existence à la disponibilité du déca. Il éteint ma vie, mes luttes épuisantes et mes réussites académiques d'un seul changement de sujet, fluide et brutal. Je ne crie pas. Je ne jette pas mon verre d'eau à travers la pièce. Je fais exactement ce pourquoi j'ai été rigoureusement entraîné pendant 32 ans. J'avale. Je reste assise à cette table pendant encore 50 minutes. Je les regarde commander des fondants au chocolat et des crèmes brûlées à la vanille. Je les regarde rire à des blagues dont je ne fais pas partie. Je compte les minutes angoissantes. Je compte le tic-tac silencieux de la trotteuse sur la nouvelle montre d'Olivier, bien que je ne puisse pas l'entendre par-dessus le son de mon propre cœur qui bat férocement dans mes oreilles. Au cours de ces 50 minutes, la dernière illusion pathétique de mon enfance se brise complètement. Je réalise que je n'ai jamais été accidentellement oublié. Oublier implique une erreur. Oublier implique un oubli qui peut être corrigé. Je n'ai pas été négligé. J'ai été placé. J'ai été soigneusement et délibérément placé dans le coin invisible exact qu'ils ont construit pour moi. Je suis le bruit de fond. Je suis l'enfant facile, qui ne demande rien et qui reçoit exactement cela en retour. L'addition extravagante est enfin payée, glissée dans un porte-addition en cuir par mon père sans un second regard. Les chaises en bois raclent le parquet poli alors que nous nous levons tous. Nous sortons dans l'air frais de la nuit lyonnaise, l'humidité du soir s'accrochant à ma peau. Le voiturier amène la berline de luxe immaculée de mon père. Je me tourne vers ma mère et enroule mes bras autour de ses épaules, offrant une étreinte standard et pratiquée. Elle sent le parfum floral coûteux et la profonde complaisance. Je regarde Olivier, sourit d'un sourire parfaitement mesuré, et lui dis félicitations une dernière fois. Ma voix ne tremble pas. Mes mains ne tremblent pas. Je tourne les talons et marche vers ma propre berline fatiguée de 10 ans, garée hors de vue dans le lointain parking libre-service. Le gravier crisse doucement sous mes talons, un rythme régulier et rassurant. Je ne me retourne pas vers la lueur chaude et dorée du restaurant. Je monte dans ma voiture, ferme la lourde portière en métal et mets la clé dans le contact. C'est la nuit exacte où j'ai quitté ma famille. Ils étaient trop occupés à admirer leur brillante aux poignets d'Olivier pour réaliser que mon temps avec eux venait de s'écouler complètement. Ils ne le savaient pas encore, alors qu'ils s'éloignaient dans la direction opposée. Mais je ne reviendrai jamais. Grandir dans les banlieues bien entretenues et tentaculaires de Lyon, avoir 4 ans de moins qu'Olivier signifiait bien plus qu'un simple écart d'âge. Dans la maison du bois, l'ordre de naissance était un système de caste rigide et tacite.
Les étiquettes étaient distribuées tôt et collaient à notre peau comme du goudron chaud. Olivier était indéniablement celui au potentiel illimité. J'étais constamment étiqueté comme celle qui pouvait toujours se débrouiller seule. Cela ressemble à un véritable compliment quand on le dit à voix haute. Ce n'est pas un compliment. C'est un laissez-passer psychologique. C'était une autorisation très pratique et totalement sans culpabilité pour mes parents de se décharger du travail épuisant de m'élever tout en maintenant la façade polie d'une famille de banlieue parfaite. On peut mesurer avec précision la valeur d'un enfant dans une maison par la simple superficie qui lui est allouée. Olivier occupait la suite parentale adjacente au bout du couloir du 2e étage. Elle comprenait un grand dressing et un siège de fenêtre sur mesure donnant sur le cul-de-sac tranquille. La justification de ce monopole spatial était toujours présentée comme purement pratique. Il est au lycée, disait ma mère, lissant méticuleusement des plis invisibles sur son tablier en lin. Il a un emploi du temps très chargé. Il a besoin de plus d'espace pour étudier et devenir un jeune homme. Je vivais dans la chambre directement en haut des escaliers, un espace à peine plus grand qu'un placard de service standard. J'ai attendu mon tour. J'ai attendu patiemment pendant 4 années entières. Mais quand je suis finalement entré en première année de lycée, et qu'Olivier a quitté la maison pour poursuivre ses études de licence, la grande chambre n'est pas devenue magiquement la mienne. Ses affiches de sport vintage sont restées fermement scotchées au mur. Ses trophées de débat sont restés parfaitement alignés sur les étagères flottantes. Quand j'ai poliment demandé à mon père si je pouvais enfin déménager mes vêtements et mes livres dans la plus grande chambre au bout du couloir, il n'a même pas pris la peine de lever les yeux du journal du matin qu'il lisait. Olivier reviendra toujours à la maison pour les vacances, a-t-il dit, son ton suggérant vivement que j'étais incroyablement égoïste et déraisonnable. J'ai passé mes 4 années de lycée à coincer mes jambes sous un minuscule bureau en aggloméré, suffocant dans une boîte exiguë tandis qu'un espace bien supérieur restait complètement vide pendant 10 mois de chaque année. Les disparités financières entre nous n'ont jamais été assénées en un seul coup écrasant. Elles ont été exécutées comme une mort lente et angoissante par 1000 petites coupures. Quand Olivier est entré en avant-dernière année, mon père a ouvert grand son chéquier en cuir et n'a jamais semblé le refermer. Il y avait des retraites de leadership coûteuses le week-end dans les montagnes, des sessions de tutorat privé pour les tests standardisés qui coûtaient des centaines d'euros de l'heure, et des consultants d'élite en admission universitaire embauchés pour peaufiner ses dissertations. Quand Olivier a raté son examen de conduite à sa toute première tentative parce qu'il a imprudemment reculé un véhicule directement dans un cône de signalisation orange vif, mon père a simplement ri de cela comme un cas de nervosité adolescente compréhensible. Exactement 2 semaines plus tard, une berline argentée rutilante, légèrement d'occasion, est apparue comme par magie dans notre allée pavée. Les clés en métal lui ont été remises avec une fière tape dans le dos et un sourire chaleureux. 4 ans plus tard, je me suis assise nerveusement pour mon propre examen de conduite. J'ai réussi parfaitement du premier coup. Je suis sorti du bâtiment administratif en tenant mon permis provisoire en papier, sentant une lueur soudaine d'espoir dangereux et stupide dans ma poitrine. Quand nous sommes rentrés à la maison, mon père m'a fait un bref signe de tête silencieux. Il ne m'a pas acheté de voiture. Il n'a même pas proposé de me laisser m'entraîner à conduire avec son propre véhicule le week-end. Le réseau de bus de la ville est incroyablement pratique, m'a-t-il dit, passant directement devant moi pour entrer dans la cuisine lumineuse. Ça forge le caractère d'apprendre à bien naviguer dans les transports en commun. Ma mère, Hélène Dubois, n'était pas la méchante de cette histoire. Elle ne complotait pas activement mon malheur quotidien. Son crime distinct était une dépendance désespérée et paralysante à la tranquillité domestique à tout prix. Elle choisissait délibérément l'illusion confortable de la paix plutôt que la réalité vive et inconfortable de la vérité chaque fois qu'un conflit surgissait. Chaque fois que les inégalités flagrantes dans notre maison devenaient trop lourdes pour que je les porte en silence, chaque fois que j'osais souligner le fait évident qu'Olivier recevait un solide filet de sécurité tandis qu'on me tendait une pelle en plastique et qu'on me disait de creuser. Elle déployait son mécanisme de défense émotionnelle ultime. Elle me regardait avec des yeux vitreux et blessés, posait une main douce et manucurée sur mon épaule tendue, et livrait une légère variation du même script éculé. « Je vous aime tous les deux également, Amélie », chuchotait-elle, sonnant comme un enregistrement en boucle. Nous essayons juste de notre mieux de fournir exactement ce dont chacun de vous a besoin à ce moment-là. C'était une couverture lourde et suffocante jetée directement sur un feu déchaîné. Ça n'éteignait pas vraiment le feu. Ça ne faisait que piéger la fumée toxique à l'intérieur des murs de la maison jusqu'à ce que j'étouffe silencieusement dans le noir.
Le favoritisme flagrant n'a jamais été assez explosif pour justifier un scandale de quartier juteux. Personne ne me faisait de mal physiquement. Personne ne me privait de repas de base. Mais l'érosion constante de mon estime de moi était un bruit de fond permanent. La façade de notre coûteux réfrigérateur en acier inoxydable était un monument dédié à la gloire d'Olivier. Une note moyennement décente à un partiel d'histoire était fièrement affichée sous une lourde pince magnétique pendant des semaines. Une photographie brillante de lui serrant la main d'un politicien local mineur lors d'un séminaire d'été était encadrée sur mesure et placée en évidence sur le comptoir de la cuisine. Quand je ramenais à la maison un bulletin scolaire parfait ou un certificat d'excellence en or du tournoi de débat très compétitif de la région, ma mère souriait chaleureusement mais brièvement. « C'est vraiment merveilleux, ma chérie », disait-elle en prenant doucement le papier rigide de mes mains. « Laisse-moi juste mettre ça en sécurité dans le tiroir pour que nous puissions le regarder plus tard. » Le tiroir dont elle parlait était un trou noir situé dans l'îlot central de la cuisine. Les choses entraient dans ce tiroir et n'étaient jamais plus mentionnées ou vues par des yeux humains. J'ai appris très tôt que mes victoires durement gagnées n'étaient que des notes de bas de page administratives pour cette famille, tandis que la simple participation d'Olivier à n'importe quel événement était traitée comme une nouvelle de première page. Alors, je me suis adapté à mon environnement. J'ai appris exactement comment forger mon propre chemin dans le noir, car rester immobile signifiait que j'allais couler au fond. J'ai passé d'innombrables heures angoissantes assises seule dans la bibliothèque silencieuse de l'école, appelant les bureaux d'aide financière de toute la région jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. J'ai rempli des dizaines et des dizaines de formulaires de bourses compliqués, écrivant minutieusement des essais profondément personnels sur la manière de surmonter l'adversité. Assise seule dans ma chambre exiguë et ignorée, j'ai activement trouvé mes propres emplois à temps partiel pour financer ma vie. Travaillant des quarts de travail brutaux dans le commerce de détail le week-end et des heures épuisantes à servir des tables pendant les chauds mois d'été. J'ai navigué avec succès dans le labyrinthe déroutant des inscriptions aux cours universitaires et des candidatures compétitives pour des stages en entreprise, complètement aveuglé sans aucune orientation. Et la partie la plus profondément tordue de tout cela était exactement la façon dont ma famille a choisi d'interpréter mes actions désespérées. Ils ne voyaient pas une adolescente terrifiée se noyant en eau profonde et apprenant désespérément à nager jusqu'au rivage. Ils regardaient directement mon indépendance frénétique et épuisante et décidaient collectivement que c'était juste une bizarrerie innée de ma personnalité naturelle. Regardez notre Amélie, se vantait bruyamment mon père à ses riches partenaires de golf au téléphone un dimanche après-midi. Elle est complètement automotivée. Elle ne nous demande jamais un seul centime ou une petite faveur. Ils ont instrumentalisé avec brio mes compétences de survie de base pour s'absoudre entièrement de leur échec absolu à me parentir. Je n'ai jamais vraiment détesté Olivier pour tout ça. Il n'était pas un méchant complotant activement pour voler ma joie dans l'ombre. Il était simplement le produit parfait et poli d'un environnement qui lui a constamment offert le monde entier sur un plateau d'argent et l'a convaincu avec succès que c'était son droit de naissance naturel et indéniable. Quand le gâteau est toujours coupé par quelqu'un d'autre, de sorte que votre part spécifique est 3 fois plus grande que le reste, vous finissez par ne plus demander si la personne assise à côté de vous meurt de faim. Il a absorbé l'argent supplémentaire, la plus grande chambre, la grâce parentale sans fin et les applaudissements constants et tonitruants parce que c'était la seule réalité qu'il ait jamais connue. Il était confortablement ignorant des mécanismes cachés et laborieux qui permettaient à sa propre vie d'avancer si fluidement. Mais en vieillissant, sortant enfin de l'ombre de mon enfance et entrant dans la dure lumière de l'âge adulte, les différences matérielles tangibles entre nous n'étaient plus les choses qui me tenaient éveillé la nuit. Je pouvais facilement acheter ma propre voiture fiable. Je pouvais payer confortablement le loyer de mon propre appartement. Je pouvais obtenir mes propres diplômes difficiles par ma propre sueur. Le véritable épuisement, la lassitude profonde et nauséabonde qui me donnait fréquemment envie de crier jusqu'à ce que mes poumons saignent physiquement, était l'amnésie collective et instrumentalisée de la famille Dubois. C'était l'expérience angoissante de s'asseoir à des dîners de fête année après année, en les écoutant réécrire nonchalamment notre histoire familiale commune en temps réel. C'était la façon terrifiante dont ils souriaient tous brillamment et agissaient comme si le terrain de jeu avait été parfaitement équilibré dès le premier jour. Quand j'ai atteint la trentaine, la partie la plus épuisante de mon existence n'était pas le fait indéniable qu'Olivier était toujours la priorité indiscutable. La partie la plus épuisante, écrasante pour l'âme, était de regarder directement dans les yeux calmes des gens qui étaient censés m'avoir élevé et de réaliser qu'ils s'attendaient sincèrement à ce que je crois que j'imaginais tout cela. La transition après le lycée est censée être un tremplin. Pour moi, ce fut un arrêt brutal et soudain dans une impasse.
tandis que d'autres étudiants emballaient leurs affaires dans des bacs en plastique assortis et achetaient des draps extra longs pour leur dortoir, j'étais assise à l'îlot de la cuisine, fixant une brochure brillante d'un IUT. Je n'ai pas eu la chance d'entrer directement sur un magnifique campus universitaire comme mon frère. Quand le moment est venu de discuter de mes frais de scolarité, la conversation a été incroyablement brève. Mon père se tenait près de l'évier, se versant une tasse de café noir, et a mentionné nonchalamment que le compte d'épargne dédié à mon éducation n'était tout simplement pas aussi intact qu'il l'avait initialement prévu. Il n'a pas offert de diagramme. Il n'a pas offert d'excuses. Il a prononcé la phrase avec le même ton doux et indifférent que l'on pourrait utiliser pour annoncer un changement soudain dans les prévisions météorologiques. C'était présenté comme une catastrophe naturelle inévitable, un acte de Dieu que je devais accepter sans verser une seule larme. Alors, je suis allé travailler. J'ai obtenu un poste de débutant au service des archives du groupe de conformité Méridien. C'était le genre de purgatoire moquetté et sans fenêtre où les rêves ambitieux vont généralement mourir tranquillement. Pendant 8 heures par jour, je traitais des piles interminables de documents d'entreprise, vérifiant les numéros d'identification fiscale et recoupant des documents de conformité denses. Je portais des chaussures plates et raisonnables et des pantalons en mélange de polyester bon marché. Je suis devenu entièrement invisible pour les associés principaux qui passaient devant mon bureau. Mais au moment où l'horloge sonnait 17 heures, mon véritable travail commençait. Je conduisais directement du parc d'affaires au vaste campus en béton de l'université publique locale. J'étais assise dans des amphithéâtres froids sous des lumières fluorescentes bourdonnantes, prenant méticuleusement des notes sur le droit fiscal avancé, la modélisation statistique et l'analyse de données. J'ai vécu à l'intérieur de ce cycle épuisant et incessant pendant 6 années entières. Mes 20 ans n'ont pas été définis par des road trips spontanés, des fêtes folles ou des erreurs amoureuses insouciantes. Ma jeunesse se mesurait en café tiède et bon marché versé dans des cafetières tachées de la salle de pause. Elle était définie par le bruit sourd et rythmé du moteur de ma vieille voiture, priant pour que les pneus usés survivent à un autre hiver rigoureux. J'étais assise à ma petite table de cuisine à 2 heures du matin, me frottant les yeux brûlants pendant que mes collègues dormaient profondément, et que mes anciens amis du lycée étaient occupés à envoyer leurs invitations de mariage coûteuses dorées à la feuille. J'existais dans un état d'épuisement permanent et profond. Je me sentais comme un fantôme hantant ma propre vie, regardant silencieusement tout le monde avancer pendant que j'étais enchaîné à mes manuels et à mes factures mensuelles. Il y a eu exactement un moment où j'ai failli abandonner. C'était la 2e semaine de décembre, en plein milieu de mes examens finaux de licence. La température était tombée en dessous de 0. J'ai tourné la clé dans le contact après un quart de travail brutal au bureau et le moteur a fait un clic pathétique et mourant. L'alternateur était complètement mort. Je suis resté assise dans le parking sombre et glacial, fixant mon téléphone. Mon compte courant était entièrement vide. Ma seule carte de crédit était à exactement 20 € de sa limite maximale. J'ai appuyé mon front contre le volant glacial et j'ai laissé l'obscurité m'envahir. Je voulais appeler mon père. Je voulais le supplier de m'aider. Mais je savais exactement à quoi ressemblerait sa voix. Je connaissais le lourd soupir accablé qu'il laisserait échapper avant de me faire la leçon sur la responsabilité financière personnelle. Je n'ai pas passé l'appel. J'ai marché 5 kilomètres dans le vent glacial pour attraper le dernier bus de la ville. J'ai réussi mon examen final de statistique le lendemain matin avec 2 heures de sommeil. J'ai alors réalisé que mon diplôme ne serait jamais un cadeau magnifiquement emballé. C'était une lourde porte en fer, et je devrais l'arracher de ses gonds à main nue et ensanglantée. Quand le jour est enfin arrivé de récupérer ce morceau de papier, j'étais trop épuisé physiquement pour me sentir triomphante. Ma famille a bien assisté à la cérémonie de remise des diplômes, mais ma célébration a été traitée comme un inconvénient logistique mineur, étroitement inséré dans leur itinéraire chargé du week-end. Mon déjeuner de remise de diplôme était parfaitement pris en sandwich entre l'heure de départ de golf strictement programmée de mon père et une réunion cruciale pour visiter un lieu potentiel pour l'événement de réseautage d'entreprise à venir de mon frère. Nous sommes allés dans un restaurant de chaîne italien décontracté et bruyant situé juste à côté du centre commercial. Les serveurs portaient des bretelles ridicules. Les tables étaient couvertes de nappes en papier bon marché. Il n'y a pas eu de toasts émouvants. Il n'y a pas eu de grand discours sur mon avenir ou les immenses sacrifices que j'avais faits pour atteindre ce jour précis. Nous avons commandé rapidement car mon père n'arrêtait pas de vérifier l'heure sur son téléphone avant même que le panier de pain à l'ail chaud n'arrive à notre table. Daniel s'est penché et a fait glisser nonchalamment une fine enveloppe blanche sur la nappe en papier.
Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Je suis très heureux pour toi, Amélie, a-t-il dit rapidement, sa voix plate et complètement dépourvue de toute profondeur réelle. J'ai ouvert la carte. C'était un message de félicitations générique préimprimé. À l'intérieur se trouvaient 3 billets de 50 € net, 150 €. C'était la valeur calculée exacte de 6 ans de privation de sommeil, de trajet en bus glacial et de travail d'entreprise suffocant. Avant même que je puisse marmonner un merci poli, il a immédiatement déplacé son poids corporel vers Olivier. Alors, a-t-il dit, se penchant avec un enthousiasme sincère. Parle-moi davantage de la disposition des sièges pour la présentation de ton projet de master la semaine prochaine. Ma réussite a été officiellement reconnue, payée et rapidement écartée en moins de 2 minutes. Pendant longtemps, je me suis activement forcé à être la plus grande personne. Je me suis engagé dans une routine psychologique épuisante pour justifier leur comportement. Je me suis dit que j'étais simplement plus mature, beaucoup plus pratique et complètement autonome. Je me suis convaincu que je n'avais pas besoin de l'affection bruyante et performative qu'il déversait sur mon frère. J'ai transformé ma douleur silencieuse en une sorte d'exercice moral tordu. Chaque fois que je sentais la piqûre aiguë d'être complètement ignoré, je l'enveloppais dans une petite boîte soignée de stoïcisme personnel. Je suis la plus forte, me chuchotais-je dans le noir. C'est moi qui survis. C'était un mécanisme de survie désespéré, un moyen de faire fonctionner mon cœur sans avoir à regarder directement la réalité angoissante de ma propre insignifiance. Mais plus j'essayais de rationaliser le fossé béant entre nous, plus je commençais à remarquer un détail vraiment terrifiant. Il était entièrement caché dans leur vocabulaire. Quand mes parents parlaient d'Olivier, leurs mots étaient constamment baignés d'une lumière dorée et brillante. Il était toujours décrit comme incroyablement ambitieux, remarquablement spécial et destiné à la grandeur. Il était fait pour plus. Mais quand ils parlaient de moi, leur langage se rétrécissait instantanément. Leurs mots devenaient incroyablement économiques, dépouillés de toute chaleur ou grande vision. Pour eux, j'étais simplement solide. J'étais profondément fiable. J'étais facile. Ils utilisaient exactement les mêmes adjectifs pour me décrire que l'on pourrait utiliser pour décrire une machine à laver à prix modéré ou une paire de bottes de travail robustes. J'étais fonctionnel. J'étais sans entretien. J'existais uniquement pour fonctionner tranquillement en arrière-plan sans leur causer de perturbations ni exiger de maintenance coûteuse. Le dîner extravagant au Céladon avec la montre de luxe étincelante n'a pas soudainement forgé une toute nouvelle blessure dans ma poitrine. Il n'a pas créé une nouvelle douleur. Ce qu'il a fait était infiniment plus dévastateur. Le flash aveuglant des appareils photo et la lueur dorée de la Rolex ont simplement illuminé l'espace sombre et vide où ma propre valeur aurait dû se trouver. Il a agi comme un projecteur aveuglant, éclairant directement le prix brutal et indiscutable du diplôme que j'avais acheté avec les meilleures années de ma jeunesse. Mon frère a reçu gratuitement le monde entier, enveloppé dans du velours vert foncé et une adoration inconditionnelle. On m'a donné une nappe en papier bon marché, 150 €, et l'attente silencieuse et écrasante que je disparaisse simplement en arrière-plan et que je prenne soin de moi. Je ne me suis pas réveillé le lendemain du dîner au Céladon pour rédiger un manifeste furieux et radical. Je n'ai pas envoyé un long message texte chargé d'émotions à notre groupe de discussion familiale, décrivant chaque grief que j'avais accumulé au cours des 3 dernières décennies. Je n'ai pas posté de citations cryptiques et passives-agressives sur les réseaux sociaux pour que mes parents éloignés et mes anciens camarades de classe les dissèquent. J'ai fait quelque chose de complètement différent. Je me suis simplement évaporé. J'ai complètement cessé d'arriver aux endroits où ma famille avait toujours aveuglément supposé que je serais. La Toussaint est arrivée le 1er novembre. C'était un événement annuel, généralement marqué par une dinde rôtie sèche, de lourds verres à vin en cristal et les tentatives frénétiques de ma mère pour maintenir la conversation agréablement à la surface. Quand le texto de groupe a inévitablement sonné le mardi matin, demandant à quelle heure exacte j'arriverais pour aider à mettre la table de la salle à manger, je n'ai pas inventé une maladie soudaine. Je n'ai pas prétendu que ma voiture était en panne. J'ai tapé 5 mots simples. Je suis occupé cette année. Je n'ai pas proposé de date alternative pour célébrer. Je n'ai pas adouci le coup avec une phrase de clôture chaleureuse. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé mon téléphone face contre terre sur mon comptoir de cuisine froid. Noël a suivi exactement 1 mois plus tard. Puis est venu le 35e anniversaire de mariage de mes parents au début du printemps. Chaque fois que l'invitation obligatoire apparaissait sur mon écran lumineux, ma réponse restait exactement la même.
Un mur froid et impénétrable. Je suis occupé. J'espère que tout le monde passera un bon moment. Le silence qui s'étendait entre mon appartement et la banlieue de Lyon n'était pas absolu, mais il était creux. Ma mère, Hélène, refusait entièrement de reconnaître le vide béant soudain à sa table. Au lieu de cela, elle a redoublé d'efforts dans sa routine très pratiquée d'intimité superficielle. Elle m'envoyait des photos mal éclairées d'une nouvelle recette de rôti de bœuf qu'elle essayait dans sa mijoteuse coûteuse. Elle me demandait si le chauffage de mon appartement fonctionnait correctement car les nouvelles locales du soir avaient prédit un avertissement de gel sévère pour le week-end. Elle tapait de longs paragraphes décousus détaillant les drames mineurs et sans importance concernant les voisins d'en face et les branches de leur chêne envahissant. Elle me contactait au moins 3 fois par semaine, maintenant désespérément l'illusion fragile d'une mère et d'une fille connectées et aimantes. Mais elle évitait activement et farouchement de poser la seule question flagrante qui importait vraiment. Elle n'a jamais demandé une seule fois pourquoi je n'étais pas là. Poser la question l'aurait obligée à se préparer à la réponse honnête, et Hélène Dubois était entièrement allergique aux vérités inconfortables. Elle préférait le bourdonnement silencieux d'une relation brisée au fracas bruyant d'une véritable confrontation. La stratégie de communication de mon père était encore plus détachée. Daniel Dubois fonctionnait sous la croyance stricte et inébranlable que toute faille émotionnelle pouvait être facilement aplanie avec une indifférence masculine désinvolte et un repas chaud. Il ne m'envoyait que 2 types de messages distincts. Le premier était des mises à jour sportives régionales génériques, se plaignant généralement de la terrible ligne défensive de l'équipe de football locale ou des mauvaises décisions de l'entraîneur dans un match de basket universitaire. Le second était le SMS occasionnel du dimanche après-midi qui disait « Ta mère a fait ce gratin dauphinois que tu aimes tant. Passe plus tard si tu as un peu de temps libre. » Il tapait ces mots spécifiques comme si une rupture fondamentale et à vie dans notre dynamique familiale pouvait être magiquement réparée avec une portion de gratin tiède placée dans un récipient en plastique bon marché. Il refusait catégoriquement de me poursuivre. Il laissait simplement la porte de derrière déverrouillée, s'attendant pleinement à ce que le chien errant finisse par revenir dans la cuisine quand il aurait assez faim. Olivier n'a pas remarqué mon absence immédiatement. Il lui a fallu près de 3 mois complets pour réaliser que le bruit de fond fiable de sa vie s'était tu. Quand il a finalement composé mon numéro un mardi soir, c'était la première fois que mon frère m'appelait de sa propre initiative en près de 4 ans. Sa voix à travers la connexion cellulaire était hésitante, teintée d'une maladresse étrange et inconnue. Je pouvais entendre le faible battement rythmique d'une musique entraînante en arrière-plan, probablement de sa salle de sport locale. « Salut » a-t-il commencé, s'éclaircissant bruyamment la gorge. Alors, je me demandais juste, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre à mon dîner de remise de diplôme? Je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé l'écran de télévision vide de mon salon. J'ai écouté sa respiration régulière à travers le petit haut-parleur. Il n'avait sincèrement aucune idée. Il n'était pas intentionnellement malveillant ou cruel. Il était simplement complètement aveugle à la réalité de l'expérience de quiconque. Cette seule question maladroite a cimenté ma décision de rester à l'écart. Elle m'a fait réaliser avec une clarté aiguë que toute la famille considérait mon départ soudain comme un problème technique temporaire. Ils pensaient que je traversais une petite saute d'humeur, un moment fugace de sensibilité irrationnelle. Aucun d'entre eux ne possédait la capacité émotionnelle de reconnaître mon absence comme l'effondrement catastrophique d'un système complètement brisé. Pendant ces mois d'hiver tranquilles, j'ai décidé de désencombrer mon petit appartement. J'ai descendu plusieurs boîtes en carton poussiéreuses de l'étagère supérieure du placard de ma chambre. À l'intérieur se trouvaient de lourds albums photos et des cadres en bois bon marché que j'avais collectionnés depuis mon adolescence. Assis en tailleur sur le tapis délavé du salon, emballant soigneusement chaque photo dans du vieux papier journal, une réalisation profonde et lourde m'a envahi. J'ai regardé une photographie d'un voyage de camping d'été quand j'avais 14 ans. J'ai regardé une photo délavée prise dans un parc local après un tournoi de débat régional où j'avais remporté une médaille d'argent. J'ai trié des dizaines de moments capturés et la vérité m'a regardé en couleurs brillantes. La grande majorité de mes meilleurs souvenirs, les rares moments où j'ai réellement ressenti un véritable sentiment de paix ou d'accomplissement personnel, ne mettaient pas mon père au centre du cadre. En fait, il était rarement dans le cadre du tout. Il était toujours sur le côté, vérifiant son beeper numérique, prenant un appel téléphonique professionnel urgent, ou s'éloignant vers le parking pavé. J'emballais soigneusement une histoire documentée qui prouvait que je m'étais essentiellement élevée toute seule. Il y avait exactement une personne dans toute la lignée des Dubois qui refusait catégoriquement de participer à la production théâtrale collective de prétendre que tout allait parfaitement bien.
Tante Judith était la sœur cadette de mon père, mais elle ne partageait absolument aucun de son besoin étouffant pour les apparences ou le statut social. Tard un soir, mon téléphone a vibré bruyamment contre la table basse en bois. L'écran s'est allumé avec un seul SMS non sollicité de sa part. Il ne contenait pas de politesse. Il ne posait pas de questions sur le temps changeant. Il disait, « Tu as eu absolument raison de les quitter. Ils ne comprendront la valeur de ta présence que lorsqu'ils seront forcés de regarder une chaise vide. » J'ai lu le message 4 fois distinctes. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. C'était la seule et unique pièce de validation dont j'avais besoin de la part de mes parents de sang. Je ne considérais pas ma nouvelle distance comme un acte de punition cruel et calculé. Je ne retenais pas mon souffle en attendant dans le noir qu'ils viennent ramper à ma porte avec de profondes excuses larmoyantes et de grands gestes. J'avais simplement atteint un point de faillite émotionnelle absolue. Pendant 32 ans, ma fonction principale dans la maison du bois était d'agir comme un amortisseur humain. Je contorsionnais régulièrement mes propres sentiments, j'avalais ma propre fierté et je minimisais mes propres besoins de base pour m'assurer que mes parents et mon frère aîné n'aient jamais à se sentir mal à l'aise à propos de la manière profondément injuste dont ils me traitaient. Mon silence n'était pas une arme tranchante forgée pour les blesser. Mon silence était un lourd bouclier de fer. C'était la première fois de toute mon existence que j'arrêtais officiellement de gérer la culpabilité des autres. J'ai arrêté de leur rendre incroyablement facile de me prendre pour acquise. Alors que le mur invisible entre mon petit appartement en ville et la maison de banlieue de mon enfance devenait plus haut et plus épais à chaque semaine qui passait, l'énorme quantité d'énergie que je gaspillais à maintenir un faux lien familial a été soudainement libérée. J'avais des heures supplémentaires dans la journée. J'avais une clarté mentale que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai versé toute cette énergie récupérée entièrement dans les couloirs moquettés et silencieux du groupe de conformité Méridien. J'ai arrêté de regarder nerveusement ma montre à 17 heures. J'ai arrêté de me tasser dans le tissu usé de ma chaise de bureau grise pendant les réunions du personnel. Et exactement au moment où ma famille faisait de son mieux pour ignorer mon siège vide à leur table, quelqu'un de complètement extérieur à ma lignée a finalement commencé à me regarder directement. Alors que je m'éloignais des gens qui m'avaient élevé, une personne extérieure à mon entreprise a commencé à voir le potentiel exact que la famille Dubois avait passé 3 décennies à s'entraîner à ignorer. La salle de conférence au mur de verre au 14e étage du groupe de conformité Méridien vibrait pratiquement de tension d'entreprise. Nous étions exactement à 2 heures d'un examen financier exténuant pour une entreprise manufacturière de taille moyenne. J'étais assise près du coin arrière de la longue table en acajou poli. Mon bloc-notes jaune rempli de points de données méticuleusement organisés. Je savais exactement où se cachaient l'énorme divergence comptable dans leur déclaration fiscale trimestrielle. Je le savais depuis 30 minutes, mais quand j'ai finalement décidé de parler, ma voix était à peine plus qu'un murmure hésitant. J'ai commencé ma phrase par « Je pense que nous devrions peut-être regarder la page 40, si cela convient à tout le monde. » Carmen Valois, l'associé principal dirigeant toute la division de conseil, a interrompu sa présentation en pleine phrase. Elle n'a pas dit un seul mot devant les clients, mais ses yeux sombres et perçants se sont fixés directement sur les miens avec une intention lourde. Lorsque la session épuisante s'est finalement terminée et que les costumes gris se sont retirés dans le couloir moquetté, elle m'a tranquillement dit de rester. Elle a fermé la lourde porte en verre jusqu'à ce qu'elle clique. Elle ne m'a pas offert un sourire maternel chaleureux. Elle s'est appuyée contre le bord de la table en bois, a croisé les bras sur son chemisier en soie et a livré une évaluation clinique et dévastatrice de toute mon existence professionnelle. Vous travaillez systématiquement en dessous de votre capacité réelle, Amélie, a-t-elle dit, sa voix complètement plate et dépourvue de toute douceur réconfortante. Vous avez toujours la bonne réponse. Je le vois enfoui dans vos rapports hebdomadaires. Mais chaque fois que vous ouvrez la bouche dans ce bâtiment, vous présentez vos brillantes découvertes comme si vous offriez de profondes excuses. Vous agissez comme si vous aviez besoin de demander une permission écrite juste pour être la personne la plus intelligente de la pièce. Ces mots ont résonné fort dans ma tête pendant le reste de la semaine. Ils ont tourné dans mon crâne parce qu'elle avait nonchalamment nommé la cage invisible exacte que ma famille avait construite autour de moi. Celle-là même dans laquelle je m'enfermais encore volontairement chaque matin. J'ai alors réalisé que ma peur paralysante de prendre la parole lors des réunions d'entreprise n'avait absolument rien à voir avec un manque de capacité technique ou d'intelligence. C'était une réponse physiologique profondément ancrée. J'avais passé plus de 3 décennies à être minutieusement conditionné à m'attendre à ce que mes réalisations soient immédiatement passées sous silence ou, pire, traitées comme un désagrément mineur qui distrayait de l'événement principal,
mon frère. Ce même mois, j'ai commencé des séances de thérapie hebdomadaires avec le docteur Léna Picard. Son cabinet n'était pas rempli de sons apaisants de l'océan, de sauges brûlantes ou de boîtes de mouchoirs doux. C'était un espace lumineux et pratique au 2e étage d'un immeuble en briques du centre-ville. Le docteur Picard ne m'a pas tenu la main et ne m'a pas encouragé à trouver un chemin paisible pour pardonner à ma famille. Nous n'avons pas perdu une seule heure à parler de grâce ou de tendre l'autre joue. Au lieu de cela, elle m'a demandé de regarder directement l'architecture brutale et indéniable de mon propre comportement. Elle m'a forcé à tracer le schéma exact de mon mécanisme de survie. Nous avons tracé les lignes sombres de la façon dont je réduisais constamment ma présence physique. Comment je minimisais habituellement mes victoires durement gagnées et comment je me portais volontiers volontaire pour jouer le rôle facile et sans histoire juste pour préserver une paix toxique pour des gens qui ne remarquaient même pas que je respirais. Vers la fin de l'automne, Carmen Valois a fait son prochain pas décisif. Elle n'a pas demandé si j'étais émotionnellement prête. Elle m'a simplement poussé directement dans le grand bain. Elle m'a officiellement transféré du service des archives silencieux et invisibles pour me placer carrément dans l'équipe de gestion de crise client. C'était la division la plus volatile et à enjeux élevés de Méridien. Le service de crise ne payait personne un salaire à 6 chiffres pour un silence poli ou une hésitation prudente. Il ne payait que pour une précision impitoyable et la vitesse fulgurante requise pour repérer un problème financier catastrophique avant qu'il ne fasse complètement sombrer une entreprise. Ma toute première mission en solo était une énorme entreprise de logistique nommée Flotte Fluviale. Ils perdaient de l'argent et leurs auditeurs précédents avaient passé 6 mois à échouer complètement à trouver la plaie béante. J'ai passé exactement 3 jours enfoui dans leurs registres opérationnels denses. Au milieu de ma 2e réunion formelle avec leur conseil d'administration, j'ai vu la faille structurelle exacte dans leur contrat de maintenance. C'était un oubli massif, leur coûtant des millions d'euros chaque trimestre. L'ancienne version de moi-même aurait attendu la fin de la réunion pour envoyer discrètement un email au comptable principal avec une suggestion hésitante et pleine de réserve. Mais le poids lourd et suffocant de mon enfance commençait lentement à se soulever de mes épaules. J'ai regardé ma feuille de calcul imprimée, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé directement de l'autre côté de la large table le président directeur général de Flotte Fluviale. Je ne me suis pas excusé. Je n'ai pas adouci mon ton ni tassé ma posture dans ma chaise. J'ai pointé un doigt ferme vers l'écran projeté et j'ai expliqué sans détour comment leur équipe de direction très bien payée et les anciens auditeurs avaient complètement manqué une erreur de coût cumulée dans leur chaîne d'approvisionnement régionale. Je me suis préparé à la réaction inévitable. Je m'attendais à la colère forte et défensive d'hommes puissants corrigés par une femme de 10 ans leur cadette. J'ai attendu le lourd soupir d'irritation que mon père me donnait toujours chaque fois que je prenais trop de place. Au lieu de cela, le président directeur général a cligné des yeux 2 fois en silence total. Puis il s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir coûteux et a laissé échapper un grand rire retentissant. Ce n'était pas un son moqueur. C'était le son d'un soulagement absolu et sincère. « Pourquoi diable n'avez-vous pas dit ça il y a 48 heures » a-t-il demandé, secouant la tête avec incrédulité. Pour la toute première fois de mon existence, livrer la vérité brute et tranchante comme un rasoir n'a pas mis les gens autour de moi profondément mal à l'aise. Cela a instantanément gagné leur respect absolu. Quand la fin décembre est enfin arrivée, les rues de la ville étaient bordées de lumière festive et de vent glacial. Je n'ai pas fait de valise. Je ne suis pas retourné dans la banlieue tentaculaire et tranquille de Lyon. J'ai ignoré les 2 appels manqués de ma mère et l'unique SMS de vacances générique de mon père. Au lieu de cela, j'ai passé le réveillon de Noël avec ma meilleure amie, Zara Martin, et son groupe d'amis éclectiques et bruyants dans son appartement en ville, exigu et coloré. Ce n'était pas un dîner de vacances de cinéma parfait. Le four a accidentellement brûlé les bords des légumes racines rôtis. Nous avons bu du vin rouge bon marché dans des gobelets en verre dépareillé. Les gens parlaient les uns par-dessus les autres, riant bruyamment à de mauvaises blagues et partageant des histoires embarrassantes de leur propre vie chaotique. Mais l'air dans cette petite pièce était incroyablement léger. Personne ne tenait tranquillement le compte de mes défauts. Personne ne me forçait à jouer le rôle épuisant de la sœur parfaitement bien, farouchement indépendante qui n'avait besoin de rien. J'étais autorisé à simplement m'asseoir sur le canapé en velours verrusé et à exister exactement tel que j'étais, sans aucune attente lourde pesant sur ma poitrine. Bien après minuit, lorsque les invités bruyants se sont enfin emmitouflés dans leurs lourds manteaux d'hiver et sont sortis dans la neige glaciale, Zara est allée au salon pour plier les couvertures supplémentaires. Je suis resté complètement seul dans sa petite cuisine faiblement éclairée,
Appuyé contre le comptoir en stratifie froid, j'ai écouté le bourdonnement silencieux et rythmé de son vieux réfrigérateur. J'ai sorti un petit carnet relié et un stylo bleu de mon sac en cuir. Sans trop réfléchir, sans m'arrêter pour censurer automatiquement ma propre douleur afin de protéger les sentiments des personnes qui l'avaient causée, j'ai commencé à écrire. J'ai noté le tout premier élément. J'ai écrit sur la chaise vide lors de mon banquet de remise des prix au lycée. J'ai écrit sur la voiture fiable que je n'ai jamais reçue. J'ai écrit sur le mépris désinvolte et cruel de mon emploi du temps de travail brutal. J'ai écrit la liste angoissante, longue de plusieurs décennies, de tout ce que mes parents m'avaient systématiquement fait sous le couvert d'un amour vache. J'ai rempli 3 pages entières avec des lettres acérées et déchiquetées. C'était un inventaire physique tangible de ma valeur volée. Quand j'ai finalement atteint le bas de la 3e page, ma main était physiquement crispée. J'ai posé le stylo bleu sur le comptoir à côté du carnet. J'ai regardé l'encre sombre qui saignait légèrement sur le papier bon marché. Un silence profond et inébranlable s'est installé directement sur mon cœur. J'ai su à ce moment-là, avec une certitude absolue et terrifiante, que les lourdes chaînes invisibles étaient définitivement brisées. Je n'allais jamais retourner dans cette maison de banlieue et reprendre tranquillement ma position désignée dans l'ombre. Je n'allais plus jamais être leur enfant facile et invisible. Au début de l'année suivante, alors qu'une épaisse couche de givre hivernal amer s'accrochait encore obstinément aux immenses fenêtres en verre de l'immeuble Méridien, Carmen m'a appelé dans son bureau d'angle impeccable. Elle ne m'a pas offert de chaise confortable. Elle se tenait carrément derrière son immense bureau en chêne et a fait glisser un lourd dossier blanc non marqué sur la surface polie. C'était une offre officielle et contraignante de quitter entièrement l'équipe de gestion de crise pour intégrer directement la branche de conseil d'élite de l'entreprise. Le tout nouveau titre imprimé en encre noire grasse en haut du papier impeccable était assorti d'un salaire de base presque le double de ce dont j'avais péniblement vécu pendant mes misérables années dans le service des archives sans fenêtre. Plus important encore, le champ d'application explicite du nouveau poste éradiquait complètement toute possibilité persistante de me cacher dans le fond sûr et tranquille. Je n'allais plus être le moteur fiable et invisible faisant tourner la machine de l'entreprise depuis le sous-sol sombre. J'étais explicitement embauché pour me tenir tout à l'avant de la pièce, regarder directement dans les yeux des gens puissants et diriger le navire. J'ai accepté l'offre avant même que le lourd dossier ne s'arrête complètement sur son bureau. Je me suis jeté la tête la première dans un gant implacable et exténuant de portefeuille d'entreprise incroyablement difficile. J'ai décortiqué des modèles complexes de restructuration des coûts qui avaient déconcerté les comptables chevronnés pendant des mois. J'ai conçu des évaluations de risques opérationnels très agressives pour d'énormes distributeurs régionaux. L'épuisement incessant et écrasant qui aplatissait complètement mon esprit à l'époque où je travaillais à plein temps et suivais des cours du soir avait complètement disparu. Ce tout nouveau type d'épuisement était électrique. C'était la fatigue aiguë et palpitante de la construction d'une structure massive et indéniable qui m'appartenait entièrement. En l'espace de 4 mois, les clients d'entreprises les plus notoirement difficiles et têtus de la firme ont officiellement cessé de demander les associés masculins plus âgés et plus expérimentés. Ils ont commencé à exiger mon nom spécifique sur leur contrat de conseil juridique. Le véritable tournant est arrivé lorsque l'on m'a confié l'épave brûlante d'une société nommée Logistique Horizon. C'était un fournisseur logistique massif, vacillant précairement au bord de l'effondrement financier total. Une erreur de gestion interne systématique profondément cachée était sur le point de déclencher une clause de défaut catastrophique, menaçant de vaporiser instantanément leur plus gros contrat fédéral. Quand je me suis envolé pour leur vaste siège social, je suis entré dans une salle de conseil glaciale remplie de 12 cadres paniqués et en sueur. L'air sentait le café rassis et la terreur corporative brute. Ils se pointaient tous désespérément du doigt, enterrant activement le véritable problème sous des montagnes de jargon financier confus et de postures défensives. Je ne me suis pas assise tranquillement dans le coin absolu pour prendre des notes polies et invisibles. Je me suis tenu à la tête de la longue table en acajou, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai systématiquement démantelé leur récit entièrement fabriqué pièce par pièce. Je leur ai montré exactement où leur chaîne d'approvisionnement régionale perdait des millions d'euros. Mais je ne me suis pas arrêté à la présentation des données brutes. J'ai regardé directement de l'autre côté de la table le directeur des opérations et le directeur financier. C'étaient 2 hommes têtus qui étaient engagés dans une guerre de territoire amère, silencieuse et très destructrice depuis 3 ans. Je leur ai dit sans embâge, sans un seul adjectif adoucissant, que leur bataille d'ego personnel était exactement ce qui mettait toute l'entreprise en faillite. Je les ai forcés à cesser de se cacher derrière des chaînes de mes passifs agressifs et à se regarder droit dans les yeux.
J'ai exigé sans détour une honnêteté brutale absolue avant d'autoriser la moindre étape du plan de sauvetage financier. Ce fut une heure terrifiante et profondément exaltante. La pièce était lourde d'une tension défensive, mais personne ne m'a crié dessus. Personne ne m'a rejeté. Ils ont écouté attentivement. Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, on me payait littéralement une prime énorme pour ne pas mettre les autres à l'aise. On me rémunérait grassement pour rendre tout douloureusement et indéniablement clair. Avec l'augmentation significative et bouleversante de mon revenu mensuel, j'ai emballé mes affaires bon marché et dépareillé et j'ai quitté mon espace de vie exigu et déprimant. J'ai signé un bail à long terme pour un magnifique et immense appartement de 2 chambres dans le quartier animé de la Croix-Rousse. Il présentait de superbes murs en briques apparentes, d'immenses fenêtres industrielles qui laissaient entrer une lumière d'après-midi brillante et chaude, et des parquets en bois sombre impeccables. Pour la toute première fois depuis que je suis devenu adulte, je n'ai pas meublé ma vie quotidienne avec des objets jetés, des soldes bon marché ou des choses qui étaient simplement assez bonnes pour s'en sortir. J'ai passé mes après-midi de week-end à sélectionner soigneusement chaque meuble. J'ai acheté un profond et luxueux canapé en velours vert émeraude dans lequel je m'enfonçais chaque nuit. J'ai acheté de lourdes étagères en bois massif pour contenir ma collection grandissante. J'ai accroché des peintures abstraites audacieuses, colorées et saisissantes sur les murs blancs que j'aimais sincèrement. Je revendiquais enfin mon propre espace physique dans le monde, étirant complètement mes bras et réalisant que je n'avais pas à heurter un mur suffocant. C'est durant cette période d'expansion personnelle rapide et magnifique que j'ai assisté à une fête d'anniversaire bruyante et chaotique pour Zara. Elle avait loué toute la terrasse arrière d'une brasserie locale populaire. L'air du soir était parfaitement chaud, rempli de la riche odeur de malt torréfié, de friture et de rire incroyablement bruyants et sincères. Je me tenais près du bord de la terrasse en bois, tenant un verre glacé de bière ambrée, quand j'ai rencontré Noah Mercier. C'était un architecte indépendant spécialisé dans la restauration méticuleuse et minutieuse de maisons historiques. Il ne m'a pas abordé avec une confiance bruyante et odieuse ou des phrases de drague lourdement répétées. Il s'est simplement appuyé contre la solide balustrade en bois à côté de moi, a regardé les guirlandes lumineuses et m'a posé une question sincère sur mon travail de conseil. Je lui ai raconté une histoire brève et légèrement humoristique sur une négociation client récente et très litigieuse. Fidèle à mon conditionnement profondément ancré depuis des décennies, j'ai instinctivement terminé l'histoire en minimisant immédiatement mon propre rôle central dans le succès. J'ai dit quelque chose de complètement dédaigneux sur le fait que j'avais juste eu de la chance avec le timing spécifique du rapport d'audit. Noah a pris une gorgée lente et mesurée de sa boisson. Il m'a regardé avec des yeux bruns calmes et intensément observateurs et a légèrement incliné la tête sur le côté. « Vous savez, » a-t-il dit, sa voix calme mais incroyablement claire par-dessus la musique de fond bruyante. « Vous avez cette habitude vraiment fascinante. Vous faites avec confiance une déclaration très grande et profondément impressionnante sur vous-même et vos capacités, puis vous vous précipitez immédiatement pour tout réduire afin que cela rentre parfaitement dans une petite boîte non menaçante. » Je me suis complètement figé. Mes doigts se sont resserrés agressivement autour de mon verre froid. Il n'a pas dit ces mots pour être cruel, arrogant ou condescendant. Il l'a dit comme une simple observation, très objective, de mon architecture interne, de la même manière exacte qu'il noterait une faille structurelle critique dans les fondations en pierre d'une vieille maison victorienne. Cette seule observation silencieuse m'a suivi dans toute la ville pendant des semaines. Elle a hanté mes moments de calme parce qu'elle était si parfaitement, terrifiamment exacte. Elle venait d'un homme que je venais à peine de rencontrer. Pourtant, elle a touché le nerf sensible exact de l'instinct de survie que ma propre famille avait impitoyablement cultivé en moi pendant des décennies. Il m'avait appris avec succès à rétrécir instinctivement la vérité absolue de ma propre existence à la seconde même où je craignais qu'elle ne devienne trop grande, trop brillante ou trop gênante pour qu'il puisse la gérer facilement. Noah a vu la cage invisible et suffocante en moins de 5 minutes de conversation. Au milieu de l'été étouffant, ma trajectoire de carrière avançait à une vitesse aveuglante et vertigineuse. Carmen m'a de nouveau appelé dans son bureau d'angle pour m'informer explicitement que j'étais en avance de plusieurs mois sur le calendrier prévu de l'entreprise pour devenir une responsable de conseil senior. Quand je marchais avec une pile de dossiers à travers l'open space animé du service de conseil, les analystes juniors et même les partenaires d'entreprise beaucoup plus âgés et très expérimentés me regardaient complètement différemment. Ils ne voyaient plus la file silencieuse et hyper fiable qui poussait du papier sans importance dans le sous-sol humide. Ils me regardaient directement comme une force formidable et sérieuse. Quelqu'un qui allait indéniablement façonner l'avenir financier de toute l'entreprise. Je grandissais enfin pour atteindre ma taille réelle prévue.
Je construisais une vie solide, belle et entièrement stable, construite exclusivement à partir de mes propres matériaux bruts et de ma propre ambition inflexible. Je pensais vraiment que la partie la plus difficile de mon long voyage était fermement et définitivement derrière moi. Je croyais sincèrement avoir réussi à échapper aux lourdes ombres toxiques de la maison de la famille Dubois. J'avais construit une forteresse impénétrable de compétences professionnelles extrêmes et d'indépendance financière totale. Mais précisément au moment où ma nouvelle vie prenait enfin une forme permanente, belle et inébranlable, mon téléphone portable a vibré violemment contre la surface lisse de mon îlot de cuisine en marbre. L'identification de l'appelant affichait brillamment le nom de ma tante Judith. J'ai répondu à l'appel tardif, m'attendant pleinement à un commentaire rapide et sarcastique sur le temps humide du Sud ou à un bref et amical message pour prendre de mes nouvelles. Au lieu de cela, elle a livré une information lourdement gardée, si incroyablement froide et si fondamentalement dévastatrice qu'elle a complètement arraché le parquet poli de sous ma vie nouvellement construite. C'était un secret de famille sombre et soigneusement enterré qui signifiait que mon passé douloureux n'était pas seulement une histoire tragique de simple négligence passive. L'information qu'elle détenait a complètement changé la signification fondamentale de chaque lutte que j'avais jamais endurée, prouvant que mes moments les plus bas avaient été directement financés par les personnes qui étaient censées me protéger. Tante Judith n'a pas perdu de temps en présentation polie quand j'ai répondu au téléphone. Sa voix était inhabituellement tendue, entièrement dépouillée de son humour sec habituel. Elle m'a dit qu'elle avait passé tout le week-end à vider le grenier poussiéreux de ma grand-mère décédée, rue Dubois. Cachée sous une pile de manteaux d'hiver naphtalinés et de boîtes en carton cassantes, elle avait trouvé une lourde boîte en acier fermée à clé. À l'intérieur de cette boîte se trouvait un épais dossier en manille contenant les documents financiers originaux de création de 2 fonds fiduciaires éducatifs distincts. Ma grand-mère les avait explicitement mis en place quand Olivier et moi n'étions que des tout-petits, alimentant les 2 comptes avec une somme égale et substantielle destinée entièrement à garantir nos frais de scolarité universitaire. Je suis resté figé au centre de ma cuisine brillamment éclairée pendant toute ma vie d'adulte. On m'avait fait avaler un récit très spécifique et soigneusement répété concernant mon éducation. Chaque fois que je demandais pourquoi il ne restait plus d'argent pour mes frais de scolarité à l'université publique, mon père adoptait une expression sombre et accablée. Il blâmait avec assurance la volatilité imprévisible des marchés financiers. Il prétendait que mon fonds spécifique avait subi une dépréciation catastrophique lors d'un mauvais trimestre économique, tandis qu'Olivier avait simplement eu la chance de retirer sa part avant que le marché ne s'effondre complètement. C'était une histoire nette et sans reproche qui peignait ma famille comme des victimes impuissantes d'une économie mondiale complexe, me forçant à accepter mon sort exténuant comme un simple coup de malchance. Cette histoire était une fabrication complète et calculée. Tante Judith m'a envoyé une succession rapide de photos claires et bien éclairées directement sur mon téléphone. Je me suis assise lourdement à mon îlot de cuisine en marbre, les pierres froides s'infiltrant à travers mes vêtements, et j'ai commencé un audit médico-légal de ma propre histoire familiale. Les relevés bancaires étaient imprimés en noir et blanc, nets et indéniables. Le fonds fiduciaire éducatif, portant mon nom légal exact, ne s'était pas lentement étiolé en raison de mauvaises performances du marché. Il avait été systématiquement et agressivement vidé par une série de retraits massifs en espèces. J'ai regardé intensément la date spécifique estampillée à côté des signatures autorisées de mon père. Le retrait le plus important et le plus dévastateur a eu lieu exactement pendant l'automne de ma dernière année de lycée. C'était le moment précis où Olivier avait imprudemment tenté d'acheter une participation majoritaire dans un studio de fitness de luxe en difficulté. Je me souvenais vivement de cette année-là. Olivier avait contracté un énorme prêt personnel prédateur pour financer son projet d'entreprise arrogant, croyant fermement qu'il était un génie entrepreneurial méconnu. Lorsque la salle de sport a inévitablement déposé le bilan quelques mois plus tard, Olivier s'est soudainement retrouvé piégé sous une montagne écrasante de dettes à intérêt élevé immédiates pour sauver son fils en hors des dures conséquences du monde réel de la ruine financière totale. Daniel Dubois n'a pas utilisé ses propres économies de retraite. Il n'a pas pris une deuxième hypothèque sur leur vaste maison de banlieue. Il est simplement entré dans une agence bancaire locale, a signé son nom sur une seule feuille de papier et a complètement liquidé tout mon avenir éducatif. Il a volé l'argent que ma grand-mère avait destiné pour moi et l'a utilisé pour effacer discrètement les échecs massifs de mon frère. Il a appelé cela une « solution familiale temporaire » au téléphone avec le directeur de la banque. Un détail que Judith a trouvé griffonné sur un post-it attaché au registre. Il a pris mon avenir, ne m'en a jamais parlé et n'a jamais fait une seule tentative pour rembourser un centime. Tante Judith est restée en ligne, sa respiration lourde et saccadée.
Elle m'a dit qu'elle avait immédiatement confronté ma mère avec les documents explosifs avant de m'appeler. Ce qu'elle a révélé ensuite a transformé le choc froid dans mes veines en une rage toxique bouillonnante. Hélène Dubois avait su. Elle ne connaissait pas les montants exacts ni la logistique bancaire complexe, mais elle était pleinement consciente que mon père avait pillé mon filet de sécurité désigné pour sauver Olivier. Lorsque Judith a exigé de savoir comment une mère pouvait justifier une trahison aussi profonde et impardonnable, ma mère avait pleuré et répété la même rationalisation toxique qui avait défini toute mon existence. Daniel m'a dit que c'était juste une solution temporaire, avait sangloté ma mère à Judith. Il a dit qu'Amélie était tellement plus forte qu'Olivier. Il a dit qu'Amélie était incroyablement résiliente et qu'elle finirait par trouver son propre chemin. Mais Olivier avait désespérément besoin que nous le sauvions à ce moment-là. Ils n'ont pas volé de moi parce qu'ils pensaient que j'étais faible. Ils ont volé de moi précisément parce qu'ils savaient que j'étais assez forte pour survivre au vol. Ils ont instrumentalisé ma résilience naturelle, transformant ma capacité à endurer les épreuves en une raison complètement justifiée pour m'infliger activement des épreuves. J'ai raccroché le téléphone avec Judith et j'ai marché lentement jusqu'à mon bureau à domicile. J'ai ouvert mon lourd classeur en métal et j'ai sorti le dossier épais et déprimant contenant mes propres archives financières historiques. J'ai étalé mes anciens contrats de prêt étudiants, mes relevés de cartes de crédit en souffrance du début de mes 20 ans et mes anciennes factures de frais de scolarité écornées côte à côte sur mon bureau. J'ai recoupé ces documents douloureux et désespérés avec les photos lumineuses des retraits bancaires sur mon téléphone. C'était un audit émotionnel terrifiant et profondément écœurant. J'ai suivi le mois exact où mon père a retiré 25 000 € de mon fonds fiduciaire pour régler une menace légale contre Olivier. C'était le même mois où j'ai été forcé de prendre un 3e service le week-end dans un restaurant local juste pour pouvoir payer mes manuels de comptabilité d'occasion, dormant au maximum 4 heures par nuit. J'ai regardé un autre retrait de 15 000 €, utilisé pour couvrir le loyer du père Olivier quand il a refusé de prendre un emploi moins bien rémunéré. Cette transaction était datée de la semaine exacte où ma vieille voiture est tombée en panne sous la pluie glaciale, me laissant sangloter dans un parking sombre parce que je ne pouvais pas payer des frais de remorquage de 60 €. L'épuisement écrasant et profond de mes 20 ans n'était pas une lutte noble et inévitable contre des circonstances difficiles. Ce n'était pas un témoignage de mon indépendance courageuse. C'était une conséquence directe et calculée de la décision de mes parents de déterminer exactement qui méritait d'être protégé et qui méritait d'être sacrifié. Chaque heure que j'ai passée à frissonner à un arrêt de bus sombre, chaque tasse de café bon marché que j'ai bu pour rester éveillé pendant les cours du soir, chaque moment de panique pure lorsque mon compte bancaire a atteint 0. Tout cela a été entièrement financé par la décision silencieuse de mon père de livrer ma sécurité à mon frère. 2 jours plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Olivier. C'était sa 2e tentative de contact depuis que j'avais disparu de leur vie. Et sa voix manquait de l'ignorance désinvolte et arrogante de son premier appel. Le ton était tendu, nerveux et entièrement dépouillé de sa confiance habituelle à toute épreuve. Il avait parlé à notre mère. Il savait que je savais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas lancé d'insultes à travers le haut-parleur. Je lui ai simplement posé une question incroyablement claire. Savais-tu d'où venait l'argent quand la salle de sport s'est effondrée? Il est resté silencieux pendant un très long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix s'est légèrement brisée. Non, a-t-il dit, semblant sincèrement petit pour la première fois de sa vie. Je te le jure, Amélie, je n'ai jamais vu les comptes réels. Je n'ai jamais demandé à voir les papiers. Je savais juste que chaque fois que je faisais une bêtise, chaque fois que je prenais du retard, nos parents trouvaient une source de financement magique pour arranger ça. J'ai juste supposé que c'était leur propre argent. Je n'ai jamais demandé d'où venaient les matériaux. J'ai écouté sa respiration superficielle et j'ai réalisé une vérité profonde et compliquée. Olivier n'était pas l'architecte maléfique de cette structure familiale profondément corrompue. Il n'a pas activement comploté pour voler mon avenir, mais il avait vécu si incroyablement confortablement à l'intérieur de cette luxueuse maison sur mesure toute sa vie qu'il n'a jamais pris la peine de regarder en bas et de demander quels os étaient écrasés dans les fondations. Il était entièrement complice par son ignorance choisie et bienheureuse. Il a accepté avec empressement les renflouements sans fin, les plus grandes chambres, les voitures chères et les applaudissements constants sans jamais remettre en question le coût massif et invisible, parce que le coût n'a jamais été le sien à payer. J'ai mis fin à l'appel sans lui offrir un seul mot d'absolution. Je suis retourné à mon bureau et j'ai lentement fermé le lourd dossier en manille contenant mes vieilles factures.
Le mystère complexe et imposant de toute mon enfance était enfin résolu, réduit à quelques pages austères d'historique bancaire. L'image du dîner de remise de diplôme au Céladon a brillé dans mon esprit. J'ai vu la boîte en velours vert foncé posée sur la nappe en lin blanc. J'ai vu les flashs aveuglants des appareils photo. J'ai vu l'acier lourd et l'or de la montre de luxe briller sous les lumières du restaurant. J'ai finalement compris que la montre coûteuse n'avait jamais été simplement un généreux cadeau de félicitations pour un master nouvellement acquis. Ce n'était pas seulement un symbole du prétendu potentiel entrepreneurial de mon frère. Cette montre était la manifestation physique ultime de toute la philosophie morale de ma famille. Elle était construite en acier froid, en verre saphir résistant aux rayures, et sur le choix délibéré et impardonnable de sacrifier à plusieurs reprises un enfant pour assurer le confort total de l'autre. Ils avaient littéralement pris l'argent même qui était censé garantir mon avenir, l'avaient utilisé pour paver une route parfaitement lisse pour Olivier, puis avaient utilisé ce qu'il leur restait pour lui acheter un trophée brillant afin de célébrer la distance qu'il avait parcourue. La Rolex n'était pas une gifle. C'était une confession détaillée, et je détenais maintenant toutes les preuves nécessaires pour faire s'effondrer toute cette entreprise corrompue sur leur tête. Quelques mois plus tard, la chaleur suffocante de la fin de l'été a fait place au vent vif et cinglant de l'automne. Chez Méridien, on m'a confié le portefeuille le plus terrifiant de toute ma carrière, un conglomérat de télécommunications massif. Le plus grand et le plus lucratif compte de notre firme était enfermé dans une spirale de mort financière dévastatrice à cause d'une fusion régionale complètement bâclée. Si l'accord échouait, Méridien perdrait un contrat stratégique à long terme d'une valeur de millions d'euros. J'ai pris la tête du conseil sans une seule seconde d'hésitation. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours d'affilée. J'ai décortiqué agressivement leur modèle de risque opérationnel, localisé les actifs toxiques flagrants profondément cachés dans les registres de leurs filiales, et présenté un plan de restructuration brutal et très serré qui a réussi à sauver toute l'acquisition de la ruine totale. Mon nom a rapidement résonné dans les cages d'ascenseurs des gratte-ciel et les bureaux d'angle de la direction de notre siège social. Je n'étais plus seulement un talent montant. J'étais la norme absolue. Début novembre, le paysage économique régional a officiellement pris conscience de mon existence. La Revue des Affaires des Alpes, un magazine prestigieux et sur papier glacé qui trônait sur les tables basses coûteuses de tous les cadres riches et dans les halls des clubs de la région, a publié un profil détaillé sur les étoiles montantes du conseil en risque d'entreprise. On m'a accordé une double page complète au centre du numéro. La photographie professionnelle me montrait debout, fermement, devant la ligne d'horizon de la ville, portant un tailleur bleu marine, l'air vif, imperturbable et indéniablement puissant. L'article qui l'accompagnait détaillait ma rapide ascension professionnelle, soulignant ma précision chirurgicale dans la gestion de crise exécutive et mon refus absolu de reculer lors de négociations d'entreprise intenses. Je n'ai pas envoyé une copie du magazine à mes parents. Je ne leur ai pas envoyé de lien vers l'article numérique. Je n'ai eu besoin de rien de tout cela car la belle et angoissante ironie de la vie en banlieue riche a fait tout le travail pour moi. Selon un bref et très amusé appel téléphonique de tante Judith, mon père a appris l'existence de l'article détaillé alors qu'il se tenait dans l'allée pavée de son voisin, un banquier d'affaires à la retraite. Le voisin a tapé avec enthousiasme sur l'épaule de mon père, louant ma brillante analyse du marché et le félicitant bruyamment d'avoir élevé un talent d'élite aussi formidable. Pour la toute première fois de sa vie, mon père a été forcé de rester là et d'écouter un étranger riche et influent valider avec enthousiasme mon existence. Il ne pouvait plus me rejeter comme l'enfant facile et effacé, car le marché libre avait officiellement déclaré ma grande valeur. Cela a tordu un profond et innommable malaise dans sa poitrine. Il était soudainement le père d'une fille très réussie dont le succès il n'avait absolument pas contribué à construire, et il devait prétendre au voisinage qu'il était un fier architecte de ma victoire. Pendant que ma valeur professionnelle grimpait dans la haute atmosphère, l'économie artificielle fragile d'Olivier Dubois implosait rapidement au sol. Agissant par pure arrogance et sans absolument aucune donnée de marché solide, mon frère avait décidé d'étendre radicalement sa marque de fitness de luxe, Scindé Performance. Il a loué agressivement 3 immenses et très coûteux espaces commerciaux dans des quartiers centraux de premier ordre simultanément. Il a acheté du matériel d'entraînement importé haut de gamme à crédit fortement leveraged. En 6 mois à peine, les adhésions réelles à la salle de sport n'ont absolument pas atteint ses projections financières follement gonflées et complètement irréalistes. Les énormes frais généraux mensuels ont complètement englouti son capital d'exploitation. Il s'est soudainement retrouvé noyé dans des dettes à intérêt élevés, son flux de trésorerie d'entreprise s'asséchant plus vite que l'eau sur un pavé chaud. Fidèles à leur schéma comportemental profondément toxique de toute une vie,
mes parents ont absolument refusé de laisser leur fils en or subir les conséquences naturelles et dévastatrices de sa propre incompétence profonde. Sans le dire à personne, Daniel et Hélène avaient tranquillement contracté une énorme ligne de crédit sur valeur domiciliaire contre leur maison de banlieue impeccable et entièrement payée. Ils ont littéralement hypothéqué le toit même au-dessus de leur tête pour injecter une vague désespérée et massive de liquidité dans Scindé Performance. Croyant fermement qu'Olivier avait juste besoin d'un dernier grand coup de pouce pour devenir enfin l'entrepreneur visionnaire qu'il avait toujours prétendu être. C'était l'équivalent financier de jeter du carburant coûteux directement sur un feu de graisse déchaîné. Les banques d'entreprise ont rapidement réalisé que tout le modèle économique du fitness était entièrement insoutenable, et les avis de recouvrement agressifs ont commencé à arriver dans la boîte aux lettres de mes parents. Alors que la réalité terrifiante de perdre leur maison commençait enfin à s'installer, leur désespoir paniqué a finalement percé leur fierté de banlieusards obstinés, mais ils ne pouvaient toujours pas se résoudre à me traiter avec un respect fondamental de base. Tard un mardi soir, l'écran de mon téléphone s'est allumé avec un long message texte de ma mère. Il était parfaitement enveloppé dans sa couche habituelle et suffocante de déni désinvolte et de chaleur maternelle forcée. Le message disait « Salut, ma chérie. J'espère que le travail se passe bien. Ton père et moi regardons des papiers de banque déroutants pour la maison. Si tu as un peu de temps libre ce week-end, pourrais-tu peut-être jeter un coup d'œil rapide et nous aider à y voir plus clair ?» Elle a délibérément formulé la destruction imminente de leur sécurité financière de toute une vie comme une corvée domestique mineure et légèrement ennuyeuse. Elle s'attendait nonchalamment à ce que j'offre mes compétences professionnelles hautement spécialisées et incroyablement coûteuses comme une extension entièrement gratuite de mon devoir biologique. Il voulait désespérément que la brillante gestionnaire de crise du magazine économique sur papier glacé sauve leur maison. Mais ils voulaient l'acquérir au même prix réduit et invisible qu'ils avaient toujours payé pour Amélie, la fille obéissante. Je me suis assise sur mon canapé en velours vert émeraude, fixant les mots lumineux sur l'écran. L'ancienne version de moi aurait immédiatement ressenti une vague lourde et nauséabonde de culpabilité filiale. J'aurais conduit directement en banlieue, passé tout mon week-end à démêler minutieusement leur désordre financier catastrophique, et leur aurais remis une solution personnalisée parfaite pendant qu'ils ignoraient complètement le sacrifice massif que j'avais fait pour les sauver. Je n'ai pas tapé un long paragraphe émotionnel expliquant mes sentiments. J'ai répondu avec une frontière froide, absolue et impénétrable. J'ai dit à ma mère que je ne lirais pas une seule phrase de leurs documents financiers. J'ai déclaré clairement et poliment que je n'offrirais pas le moindre conseil professionnel avant que mon père ne prenne le téléphone, ne m'appelle lui-même et ne me demande directement la raison exacte pour laquelle j'avais complètement quitté cette famille 19 mois auparavant. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai posé le téléphone face contre terre sur la table basse en bois et je me suis versé un verre de vin rouge. Plus tard cette semaine-là, en dînant avec Noah et Zara dans un petit bistrot d'angle faiblement éclairé, je leur ai parlé de l'échange de SMS. Zara a souri largement par-dessus son verre de vin, ses yeux sombres brillant d'une fierté féroce et protectrice. Noah a tendu la main sur la petite table en bois et a brièvement couvert ma main de la sienne. Il a noté tranquillement que c'était le tournant absolu de tout mon parcours. Toute ma vie, j'avais désespérément utilisé mes réussites académiques, mes jalons professionnels et mon travail acharné et incessant comme une monnaie désespérée pour acheter une infime fraction d'amour et de reconnaissance de la part des personnes qui refusaient complètement de me la donner. Librement. Maintenant, je détenais officiellement toutes les cartes les plus puissantes à la table, et je refusais catégoriquement de jouer à leur jeu truqué. Je n'étais plus disposé à échanger mon immense valeur contre leur maigre bride d'attention conditionnelle. Le lourd silence de la banlieue s'est étiré pendant 4 jours angoissants et remplis de tension. Je savais exactement ce qui se passait à l'intérieur des murs de cette maison. Daniel Dubois arpentait les parquets sombres, fixant les terrifiants avis de saisie bancaire, menant une guerre brutale et épuisante contre son propre ego massif. Il devait enfin avaler la réalité amère et indéniable que je n'étais plus l'enfant docile et désespéré attendant patiemment dans l'ombre d'être convoqué à sa convenance. J'étais la seule personne absolument capable d'arrêter l'hémorragie financière massive, et j'avais fermement verrouillé la porte du coffre-fort. Il devait réaliser que pour obtenir le sauveur professionnel dont il avait désespérément besoin, il devait d'abord faire face à la fille qu'il avait systématiquement brisée et volée. Quand mon téléphone portable a finalement sonné à 20h le jeudi soir et que le nom de mon père a brillé sur l'écran en vert, j'ai senti mon pouls se stabiliser. Je savais qu'il n'appelait pas seulement pour demander une simple faveur. Il apportait enfin une énorme dette morale vieille de plusieurs décennies directement sur la table. Et la date de recouvrement finale était officiellement arrivée. L'écran lumineux de mon téléphone portable illuminait le salon sombre un jeudi soir tranquille.
J'étais assise sur mon canapé vert émeraude, un épais prospectus d'entreprise posé sur mes genoux, lorsque l'appareil a vibré contre la table basse en bois. L'identification de l'appelant affichait le nom de mon père en lettres blanches et austères. Cela faisait exactement 19 mois que j'étais sorti de ce parking de restaurant brillamment éclairé, laissant derrière moi les fardeaux lourds et tacites de mon enfance. 19 mois d'absence physique et émotionnelle complète, réduit à une sonnerie numérique soudaine dans mon sanctuaire silencieux. Je l'ai laissé sonner 4 fois distinctes, sentant le rythme régulier et calme de mon propre cœur avant de finalement tendre la main et de faire glisser mon pouce sur l'écran de verre pour répondre. Mon père a ouvert la conversation avec un ton si désinvoltement normal que c'en était presque entièrement absurde. Il ne ressemblait pas à un homme appelant sa fille éloignée après 1 an et demi de silence profond. Il ressemblait à un homme prenant des nouvelles après un bref week-end d'absence. Il a posé des questions sur le temps automnal changeant en ville. Il a demandé si mon nouvel appartement était correctement chauffé. Il a demandé si les associés principaux de Méridien me traitaient avec le respect approprié. Il a posé ces questions banales et polies avec un rythme forcé et léger, agissant comme si le vide béant de 19 mois entre nous n'était rien de plus qu'un petit problème de réseau sur un téléphone portable. Je l'ai écouté parler. Je n'ai pas interrompu, mais plus important encore, je ne lui ai pas offert le sauvetage familier et réconfortant que j'avais toujours fourni par le passé. Toute ma vie, mon rôle désigné était d'aplanir sa maladresse, de remplir les silences pesants avec une conformité joyeuse et de m'assurer qu'il ne ressente jamais la piqûre aiguë de ses propres échecs émotionnels. Pas ce soir. Quand il a terminé une phrase décousue sur l'équipe sportive locale, je n'ai absolument rien offert en retour. J'ai laissé le silence de mort s'étirer à travers la connexion. J'ai permis au silence lourd et inconfortable de reposer carrément sur ses épaules. J'ai écouté sa respiration superficielle, entendant la légère hésitation frénétique s'insinuer au fond de sa gorge alors qu'il réalisait lentement que la fille facile et accommodante qu'il connaissait avait complètement disparu. Finalement, le silence angoissant a brisé son sang-froid. Il s'est éclairci la gorge, un son rauque et sec, et a changé d'approche. Il a baissé la voix, adoptant le ton sérieux et accablé qu'il utilisait toujours pour discuter des problèmes d'adultes qu'il s'attendait à ce que j'absorbe tranquillement. Il a dit que la famille traversait actuellement quelques questions financières complexes. L'audace pure de cette phrase spécifique était à couper le souffle. L'entendre qualifier le vol systématique de mon fonds fiduciaire éducatif et l'effondrement catastrophique de l'entreprise à effet de levier de mon frère de « questions financières complexes » a fait se dresser tous les poils de mon corps. C'était l'euphémisme d'entreprise stérile ultime conçu pour masquer une trahison profondément personnelle. Je ne l'ai pas laissé finir sa pensée. Je l'ai interrompu. Ma voix était incroyablement calme, complètement dépourvue de colère, mais forgée dans un fer absolument incassable. Je lui ai dit que s'il voulait me parler d'argent, de dossiers bancaires ou d'Olivier, il devait s'arrêter là. Je l'ai informé qu'avant de pouvoir discuter d'une seule feuille de calcul ou d'un seul document hypothécaire, il devait enfin poser la vraie question. Il devait demander à voix haute exactement pourquoi je n'étais pas rentré à la maison depuis 19 mois. Le silence qui a suivi ma demande était immense et profond. C'était comme se tenir au bord d'un immense canyon, attendant l'écho d'une pierre lâchée. Je pouvais pratiquement entendre les rouages désespérés tourner dans sa tête, luttant contre l'instinct de toute une vie de dévier, de changer de sujet, de commander le café décaféiné et de passer à autre chose. Mais il n'avait absolument nulle part où fuir. Il avait besoin de l'auditrice professionnelle, et le péage pour y accéder était la vérité absolue. Finalement, sa voix est revenue à travers le petit haut-parleur. Elle était dépouillée de toute sa bravade de dirigeant. Sonnant remarquablement fragile et incroyablement vieux, il a demandé lentement et prudemment s'il avait fait quelque chose qu'il refusait complètement de voir. C'était le plus proche qu'il ait jamais été d'une véritable prise de responsabilité de toute son existence. Mais je n'allais pas lui donner l'absolution rapide et facile d'une conversation téléphonique rapide. Je lui ai dit que je ne répondrais pas à cette question assise seule dans mon appartement. Je lui ai ordonné de me retrouver le samedi soir à 20h. J'ai choisi un restaurant spécifique et très exclusif du centre-ville. C'était un établissement connu pour ses épaisses banquettes en velours, son acoustique fortement feutrée et ses coins profonds et privés. C'était un endroit explicitement conçu pour que personne ne puisse cacher ses réactions émotionnelles derrière le cliquetis bruyant des couverts, la distraction d'un serveur occupé ou les conversations éparses des tables voisines. Il a accepté immédiatement, sa voix tendue par une anxiété que je ne lui avais jamais entendue. Pendant les 2 jours que j'ai passés à attendre la réunion du samedi, je n'ai pas arpenté mes parquets.
Je ne me suis pas tenu devant le miroir de ma salle de bain à rédiger un discours de vengeance théâtral et bruyant. J'ai abordé le dîner imminent avec la mentalité froide et précise d'une enquêtrice d'entreprise chevronnée. J'ai préparé une carte mentale de la vérité absolue. J'ai organisé les données chronologiques de ma faillite émotionnelle. J'ai catalogué les trajets en bus exténuants, le moteur de voiture gelé, la carte de remise de diplôme générique, le déjeuner précipité, la boîte en velours vert foncé, la montre en acier étincelant, le pivot soudain vers la carte des desserts. L'héritage volé de ma grand-mère et le mantra toxique ultime selon lequel j'étais simplement plus forte et que je pouvais supporter d'être mise de côté. Je n'avais pas besoin de script car les preuves étaient gravées en permanence dans ma mémoire. J'ai également établi une quarantaine stricte et impénétrable autour de la réunion à venir. J'ai appelé ma mère le vendredi après-midi avant qu'elle ne puisse se lancer dans sa routine habituelle de bavardage nerveux et d'optimisme forcé. J'ai donné une directive claire et inflexible. Je lui ai dit qu'il lui était absolument interdit d'agir comme une médiatrice en larmes. Je l'ai explicitement averti de ne pas m'appeler pour tenter d'adoucir le coup pour mon père. J'ai ensuite envoyé un bref et rigide message texte à Olivier, lui ordonnant de garder son téléphone complètement éteint et de rester entièrement en dehors de la ligne de feu. C'était un audit à huis clos et aucune ingérence extérieure ne serait tolérée. Le samedi après-midi, quelques heures avant le dîner, je me suis assise sur mon canapé avec Noah. Il m'a versé une tasse de thé chaud et m'a observé attentivement alors que je vérifiais l'heure à mon poignet. Je l'ai regardé et j'ai expliqué le profond changement dans ma propre architecture interne. Je lui ai dit que même si toute la soirée explosait en une dispute catastrophique, même si mon père refusait entièrement de prendre ses responsabilités et sortait du restaurant, je resterais complètement intact. Je n'entrais pas dans ce bâtiment comme une enfant blessée mendiant désespérément une famille pour la voir enfin. J'entrais dans cette pièce avec la posture indéniable d'une femme puissante qui détenait tous les leviers. Je possédais le choix luxueux ultime de simplement me lever, de payer l'addition et de partir pour toujours sans perdre une seule parcelle de ma propre immense valeur. Quand le soleil s'est finalement couché et que les lumières de la ville ont commencé à briller contre le ciel sombre, j'ai pris une voiture avec chauffeur pour me rendre au restaurant. Les lourdes portes en verre se sont ouvertes silencieusement. L'hôte impeccablement habillé m'a guidé devant le bar élégant et doucement éclairé et vers une banquette isolée tout au fond de la salle à manger. Mon père était déjà là. Il était assis, rigide, contre la sellerie en cuir sombre, fixant d'un air absent la nappe blanche immaculée. Je l'ai regardé attentivement en m'approchant. Il ne portait pas son costume de conseil d'administration confiant et sur mesure. Il ne portait pas le polo cher et décontracté qu'il portait au club. Il portait une chemise habillée gris anthracite très spécifique et sombre. C'était exactement la même chemise qu'il avait portée aux funérailles de sa propre mère et la même chemise qu'il portait au cabinet du cardiologue il y a 3 ans quand il pensait que son cœur le lâchait. C'était son uniforme pour affronter des circonstances qu'il savait ne pas pouvoir manipuler, négocier ou contrôler. En me glissant dans la banquette en face de lui, regardant directement dans ses yeux tendus et fatigués, j'ai senti le poids lourd et électrique du moment s'installer sur la table. La longue et épuisante attente était officiellement terminée. Le point culminant final était arrivé. Mon père n'a pas perdu un seul instant. Avant même que le serveur puisse verser l'eau pétillante dans nos verres en cristal, Daniel s'est penché sur la lourde table en acajou. Il a entrelacé ses doigts et a immédiatement tenté de se lancer dans les détails méticuleusement répétés de sa ruine financière imminente. Il a commencé à parler des lettres agressives de la banque, de l'hypothèque lourdement grevée et de l'état catastrophique de l'entreprise en faillite de mon frère. Il parlait rapidement, essayant désespérément d'orienter la soirée vers le territoire sûr et confortable des feuilles de calcul et de la stratégie d'entreprise, où il se sentait toujours complètement en contrôle. J'ai levé une seule main et l'ai arrêté en pleine phrase. J'ai regardé directement dans ses yeux fatigués et je lui ai dit que ce soir, nous n'allions pas discuter d'un seul prêt bancaire. Je lui ai dit que je n'allais pas formuler un plan de sauvetage brillant pour sauver la maison familiale tant que la famille n'aurait pas regardé directement ce qu'il m'avait fait. Il a cligné des yeux, la bouche légèrement ouverte, la bravade de dirigeant s'écoulant complètement de son visage. Je ne lui ai pas donné la chance de pivoter ou de changer de sujet. Je l'ai ramené directement dans la salle à manger privée du Céladon. Je lui ai dépeint la scène avec une précision angoissante. Je lui ai rappelé le moment exact où tante Judith a posé des questions sur mon diplôme. Je lui ai rappelé le petit hochement de tête dédaigneux qu'il m'a adressé avant de se retourner pour faire signe à un serveur et demander la carte des desserts. Je lui ai dit que c'était la nuit précise où j'avais enfin compris la vérité. Il n'était pas simplement oublieux.
Il n'était pas simplement négligent par accident. Il était simplement si habitué à ne jamais arrêter sa vie pour moi que mon existence était devenue un inconvénient mineur qu'il pouvait facilement effacer avec une tasse de café décaféiné. Daniel a essayé de protester, ouvrant la bouche pour prononcer des excuses défensives, mais j'ai plongé la main dans mon sac en cuir. J'ai sorti une épaisse pile de papier et je l'ai placée doucement sur la nappe blanche immaculée juste en face de lui. C'étaient les relevés bancaires méticuleusement copiés du fonds fiduciaire éducatif de grand-mère Ruth. J'ai étalé les pages pour qu'il soit forcé de regarder sa propre signature. Puis j'ai placé ma propre histoire financière brutale juste à côté. J'ai pointé la date exacte où il a retiré une somme massive d'argent pour sauver mon frère de sa première entreprise ratée. J'ai ensuite pointé un document de prêt étudiant à intérêt élevé profondément déprimant que j'avais signé seulement 4 jours plus tard. M'enchaînant à une décennie de dettes écrasantes simplement pour payer mes cours de comptabilité de base. J'ai regardé ses yeux passer d'avant en arrière entre les chronologies contradictoires. Le chevauchement glaçant et indéniable était là, sous la faible lumière du restaurant. Chaque fois que mon frère trébuchait en plein soleil, mon père avait tranquillement plongé la main dans l'ombre et volé les fondations même sous mes pieds pour amortir sa chute. Je l'ai forcé à regarder le coup exact de son favoritisme. Daniel ne pouvait pas nier l'encre noire sur la page. Ses larges épaules se sont complètement affaissées. Il ressemblait à un homme qui venait de voir son propre reflet se briser en 1 million de morceaux. Il a avoué, sa voix tremblante et creuse. Il a admis qu'il avait systématiquement canalisé toutes les ressources disponibles vers Olivier pendant des décennies. Il a regardé ses mains et a dit qu'il avait toujours cru qu'Olivier avait désespérément besoin de plus d'aide. Tandis qu'il croyait sincèrement que je m'en sortirais quoi qu'il arrive. Il a dit que j'étais si capable qu'il pensait que je n'avais pas besoin du filet de sécurité. Cette phrase spécifique a aspiré tout l'oxygène de la pièce. Je me suis penché en avant, posant mes bras sur la table, et je lui ai dit la vérité absolue. Je lui ai dit que supposer que je m'en sortirais n'était pas un compliment taillé pour une fille forte. Ce n'était pas un insigne d'honneur ou un témoignage de mon caractère. Je lui ai dit que c'était le mécanisme psychologique exact qu'une famille utilise pour justifier complètement l'abandon de l'enfant qui est le meilleur pour endurer la douleur. Je lui ai dit qu'il m'avait impitoyablement puni pour ma résilience et constamment récompensé mon frère pour son incompétence sans fin. Pour la première fois de sa vie, mon père a offert des excuses qui n'étaient pas enveloppées dans un jargon d'entreprise défensif ou une étiquette sociale polie. Il a pleuré silencieusement. Il a admis qu'il avait activement instrumentalisé ma stabilité. Il a utilisé ma force tranquille comme une excuse très pratique pour déverser toutes ses émotions, tout son temps et tout mon argent dans l'enfant plus bruyant et plus exigeant. Il m'a regardé avec des yeux humides et dévastés et a admis que la montre de luxe au dîner n'était pas un incident isolé. C'était simplement le moment indéniable où il ne pouvait plus cacher sa philosophie toxique derrière l'illusion d'un amour égal. Nous sommes restés assis dans un lourd silence pendant un très long moment. Finalement, il s'est essuyé le visage et a posé la question désespérée qu'il était venu poser. Il a demandé s'il y avait un moyen professionnel pour que je les aide à sauver la maison de la défaillance de Crédit Massive. J'ai mis la main dans la poche de mon blazer. Je n'ai pas sorti un brillant plan de sauvetage d'entreprise. J'ai sorti une seule carte de visite épaisse pour une société de restructuration financière indépendante très agressive située de l'autre côté de la ville. Je l'ai fait glisser sur la table. Je lui ai dit qu'ils étaient incroyablement chers, mais qu'ils étaient les meilleurs dans le domaine. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que je démissionnais officiellement de mon poste de toute une vie. Je ne servirai plus de service de nettoyage gratuit et invisible pour le favoritisme flagrant de cette famille. J'ai payé mon propre verre de vin en espèces, je me suis levé et je suis sorti du restaurant, le laissant assis complètement seul avec les décombres écrasantes de ses propres choix. Le coup final inattendu est arrivé bien plus tard ce soir-là. J'étais debout dans mon appartement, regardant les lumières de la ville scintiller à travers mes grandes fenêtres. Quand mon téléphone portable a sonné, c'était Olivier. Il ne semblait pas arrogant. Il ne semblait pas désinvolte ou nonchalamment ignorant. Sa voix était lourde et complètement brisée. Il m'a dit que notre père venait de rentrer à la maison et avait tout avoué sur le fonds fiduciaire et l'argent volé. Pour la toute première fois de notre existence commune, mon frère aîné n'a pas offert une seule excuse. Il n'a pas essayé de justifier sa position ou de plaider l'ignorance comme une défense absolue. Il a simplement admis la vérité dévastatrice. Il a reconnu que la grande majorité de sa vie privilégiée et confortable avait été construite directement sur les moments où j'avais été impitoyablement mise de côté.
Il m'a dit qu'il regardait la montre de luxe à son poignet et se sentait physiquement malade. Puis il m'a dit ce qu'il avait fait. Il s'était rendu directement chez un acheteur de bijoux haut de gamme du centre-ville dès qu'il avait appris la vérité. Il avait vendu la montre. Il m'a informé qu'il venait de transférer la totalité de cette vente, ainsi que chaque euro qui lui restait sur son compte d'épargne personnel, directement sur mon compte bancaire. Il a dit que ce n'était qu'une petite fraction de ce qu'il m'avait volé, mais que c'était le premier versement de son remboursement à vie. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu le virement électronique massif en attente sur mon compte. J'ai accepté l'argent parce qu'il m'appartenait de droit, mais je ne l'ai pas utilisé comme un pont pour retourner en banlieue. Je n'ai pas accepté d'assister à un dîner de réconciliation en larmes. Je ne suis pas retourné dans le rôle étouffant de la bonne et indulgente fille pour qu'il se sente mieux après des décennies de cruauté. Je suis resté dans ma maison calme et magnifique, complètement entouré par la vie que j'avais construite de mes propres mains. J'ai regardé la ville tentaculaire en dessous de moi. J'ai alors réalisé que la vengeance la plus belle et la plus satisfaisante au monde n'implique pas de crier, de détruire leur vie ou de les faire saigner comme ils m'ont fait saigner. La vraie vengeance, c'est de partir complètement. C'est de les forcer à vivre le reste de leur vie avec la vérité lourde et indéniable que lorsqu'ils ont enfin réalisé ma valeur, lorsqu'ils sont finalement venus me chercher désespérément, j'avais grandi si haut et si fort que je n'avais tout simplement plus besoin qu'ils me choisissent.